Alors on poursuit avec un thème fort, dépisté et traité partout, qui sera présenté par Joseph Larmarange et Isabelle Giraud. Merci de les accompagner jusqu'à moi. Je vais vous laisser la main pour tout simplement nous présenter les repères chronologiques sur l'accès aux antiviraux et l'émergence de la stratégie dépister et traiter donc dans les pays faibles et moyens revenus. À vous. Merci pour tout. Il s'agit de donner quelques dates, juste pour remettre en contexte finalement ce qu'on a déjà vu jusque-là et ce qu'on va voir dans les prochaines vignettes. Et je passe d'abord la parole à Isabelle. Merci, bonsoir à tous et merci Joseph de partager cette vignette avec moi. En fait, on va commencer par l'année 95 qui a débuté la mobilisation au niveau international avec en particulier la création de l'ONU-SIDA. Mais en fait, cette mobilisation, elle a vraiment démarré en 1996 avec l'arrivée des trithérapies et ça a renforcé cette mobilisation et on peut l'illustrer avec le discours de Jacques Chirac en 1997 lors de la conférence sur le sida à Abidjan, où il a vraiment dénoncé les inégalités de l'accès aux soins et de l'accès au traitement entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et il est à noter qu'il est aussi à l'origine de la création du Fonds international de solidarité thérapeutique qui a été créé donc en 1999 avec Bernard Kouchner. Mais le vrai tournant, je dirais, pour la mobilisation des institutions au niveau international, c'est les années 2000, avec la création des objectifs du millénaire qui ont été votés à New York, aux Nations Unies, et qui, en particulier l'objectif numéro 6, qui insistait sur le fait d'endiguer, de donner les moyens pour endiguer le VIH, voire même de le faire reculer, mais surtout de mettre tous les antirétroviraux à la disposition de l'ensemble des pays. Et c'est à cette époque qu'il y a eu la mise en place d'un partenariat public-privé entre 5 agences onusiennes et 5 laboratoires pharmaceutiques. Je vais les citer, MSD, GSK, BMS, Roche et Boehringer Ingelheim. Et c'était vraiment la mise en place des tout premiers programmes de traitement dans un certain nombre de pays du Sud. Avec le recul, c'était vraiment à petite échelle, mais c'est ce qui a permis d'enclencher la prise en charge thérapeutique dans ces pays. Et puis, on en a beaucoup parlé, cette première conférence internationale sur le sida qui a eu lieu à Durban dans les années 2000, en 2000. Et pour ceux qui étaient présents à cette conférence, je pense qu'on se souvient tous de l'appel de Nelson Mandela pour des financements internationaux. Je pense que tu pourras peut-être revenir après sur l'étude Rakai qui a eu lieu en Ouganda, qui a apporté des résultats très intéressants. Et puis, en 2000, ça a été la mise en place, la création de la fondation Bill et Melinda Gates, qui ont apporté des financements très, très importants. Et dès l'année suivante, en 2001, la fondation Gates, avec le gouvernement du Botswana et la fondation Merck, ont développé un partenariat qui s'appelait HAP et qui a permis, c'était la première fois que ça se passait, la mise en place de la prise en charge de l'infection à VIH, y compris thérapeutique, à l'échelle d'un pays. Alors, le Botswana avait été choisi très précautionneusement. C'était un relativement petit pays, mais avec une incidence extrêmement élevée à l'époque. Évidemment, on en a rappelé, on a déjà parlé, je pense, la déclaration de l'Organisation internationale du commerce, qui a publié une déclaration qui s'appelle la déclaration de Doha, qui a été extrêmement importante puisqu'elle permettait aux États membres d'octroyer des licences obligatoires sur des médicaments en cas de crise de santé publique. Et ces accords ont facilité l'arrivée de génériques qui ont été extrêmement importants pour le traitement dans les pays du Sud. Et d'ailleurs, la première combinaison triple a été produite en 2001 par un laboratoire de génériques en Inde. Et elle a été commercialisée à $1 par jour à l'époque. Et aujourd'hui, il y a une combinaison triple à base de dolutegravir qui est commercialisée dans l'ensemble des pays du Sud au prix de $45 par an.
Donc vous voyez les progrès qui ont été réalisés, même sur le prix des médicaments. Je ne vais pas parler de Kofi Annan, parce que Michel Kazatchkine en a parlé sur la genèse du Fonds mondial, mais je vais plutôt laisser la parole à Joseph pour vous raconter la suite de l'histoire. Merci. Merci. Alors, depuis le début de cette slide, vous voyez progressivement l'évolution de la courbe du nombre de décès dans les pays à faible et moyen revenu. Dans les pays du Nord, on voit une cassure très nette à partir de 1996 et l'arrivée des trithérapies, où on voit le nombre de décès baisser. Et vous voyez qu'entre 1995 et 2005 et 2002, là où on en est, ce nombre de décès augmente toujours. Et vous avez aussi en bleu le nombre de personnes vivant avec le VIH dans ces pays sous traitement antirétroviral. Et donc, ça a été évoqué par Michel Kazatchkine. 2002, c'est la date de création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, complété juste après, en 2003, par la création du PEPFAR par la présidence américaine, qui est aussi une manière pour les Américains de garder un pouvoir de négociation bilatérale et de ne pas mettre tous ses œufs dans le panier du Fonds mondial. Et au même moment, l'OMS va lancer l'initiative 3x5, qui était un objectif d'atteindre 3 millions de personnes sous traitement d'ici 2005. Et vous voyez, on en est très loin en 2003. Les programmes, en fait, commencent à se mettre en place à partir de 2004-2005. Et vous voyez, là, on est en 2005, on voit doucement la baisse commencer et s'amorcer pour le nombre de décès dans les pays à faible et moyen revenu. Et c'est aussi au même moment où la France, sous l'impulsion de Jacques Chirac, va lancer la taxe de solidarité sur les billets d'avion, qui reste encore un peu unique, et qui va permettre du coup la création d'unités dès 2006. Pour rappel, à ce moment-là, on ne traite les personnes dans les pays du Sud, les recommandations OMS sont seulement de traiter en dessous de 200 CD4. 2008 marque deux choses. D'une part, c'est l'arrivée de l'objectif 3x5 de l'OMS, mais avec 3 ans de retard, 3 millions de personnes sous traitement. Et puis, c'est l'année de la déclaration suisse. La déclaration suisse, on va y revenir, mais c'est le moment où on va affirmer qu'une personne sous traitement antirétroviral ne transmet plus le virus du sida. Et en fait, c'est lié au résultat de l'étude RACAI qui date de 2000, dont en fait, on a vu tout à l'heure, dans les fameuses diapos de Lacroix, les taux de transmission par charge virale. 2009, quelque chose que beaucoup n'ont pas vu passer ou ont oublié, c'est le modèle de Granich. Le modèle de Granich est publié dans le Lancet, et ce modèle nous dit, si jamais on dépistait tous les ans 90% de la population et qu'on traitait 90% des personnes diagnostiquées en Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché au monde, on éradiquerait l'épidémie en 10 ans. C'est un modèle mathématique, mais c'est la preuve de concept qu'on pourrait aller vers le dépistage et le traitement universel. 2010, United met en place le Medicine Patent Pool qui va permettre de continuer à avoir un accès aux traitements antirétroviraux et à faire baisser les prix. On voit qu'on est dans l'évolution, on commence doucement à traiter un peu plus tôt, 350 CD4. Et 2011, arrive l'étude HPTN 052. Cette étude, elle montre, c'est un essai randomisé qui montre effectivement et qui démontre qu'une personne sous traitement ne transmet plus le virus. Et tout d'un coup, on va commencer à se dire, mais est-ce qu'on pourrait atteindre la fin de l'épidémie ? L'idée du modèle de Granich va être prise et c'est là où on commence à en parler de fin du sida avec cette une de l'Économiste. 2013, les choses continuent à évoluer. On va avoir toujours le développement des toutes premières études de passage à grande échelle du dépistage et traitement universel. Mais à ce stade-là, on ne sait toujours pas si c'est bénéfique de traiter très tôt. Et il faut attendre 2013 pour qu'on arrive à 500 CD4 pour la mise sous traitement. 2014, objectif politique, atteindre les fameux 90-90-90 zones du sida. Et en fait, ça vous rappelle le modèle de Granich. Objectif qui est même de 95-95-95 pour 2030, c'est-à-dire 95% des personnes séropositives connaissent leur statut, 95% des personnes diagnostiquées sont sous traitement, 95% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable, et on pourrait même parler du quatrième 95 qui serait que 95% d'entre elles aient une vie de qualité. 2015, là où il y a une évolution, on parlait d'accès au traitement dans les objectifs du millénaire, objectifs du développement durable des Nations Unies. On parle de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Donc l'objectif d'ONU-SIDA est repris dans ces objectifs, ces ODD. Et puis surtout, 2 études, Tempranon Côte d'Ivoire et l'étude START, montrent qu'il y a un bénéfice individuel en termes de baisse de morbidité et de mortalité à démarrer le traitement très tôt. Donc il y a un bénéfice pour soi et il y a un bénéfice pour les autres. Et en quelques mois, l'OMS va recommander le traitement antirétroviral, quel que soit le nombre de CD4, c'est ce qu'on appelle le traitement pour tous, le treat all. Et vous voyez, au cours de cette histoire, vous voyez l'évolution des décès et l'évolution des PV-VIH. On est
aujourd'hui à peu près à 30 millions de personnes qui sont sous traitement dans le monde. Et depuis 2010, c'est une baisse de 51% des décès, mais c'est aussi une baisse de 38% des nouvelles infections, car il y a un effet sur la transmission. Et aujourd'hui, on n'est pas encore à 95, 95, 95, on n'est qu'à 86, 89, 92. On se donne rendez-vous en 2030. Merci. On se donne rendez-vous en 2030. Merci infiniment. Isabelle, je vous laisse rejoindre la place. Joseph, je vais vous garder encore avec moi.